Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 47 qui discutera aujourd'hui des troubles de la communication avec les patients, avec les collègues. Comment est-ce qu'on peut maintenir une communication qui est claire, qui est empathique pour un professionnel de santé? Comme vous le savez, dans ce podcast, on essaie de discuter un peu des problématiques liées aux entrepreneurs, liées aux professionnels de santé. Maintenant, il n'est pas du tout exclu de pouvoir tirer des enseignements de ces podcasts, même si ce n'est pas le cas pour vous, même si vous n'êtes pas professionnel de santé, même si vous n'êtes pas entrepreneur. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça vous apportera un peu de valeur sur des problématiques qu'on trouve au niveau de la communication qui sont finalement assez fréquentes dans le monde professionnel. La communication claire et empathique, elle est cruciale pour pouvoir maintenir des relations qui sont saines et productives. Et le problème de tout ça, c'est que souvent, on rencontre des troubles dans la communication. Et ces troubles, ils peuvent avoir des conséquences négatives qui sont assez importantes et qui vont devoir nécessiter une attention particulière. Les causes des troubles de la communication les plus communs, évidemment, ils sont multiples. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer aux troubles de la communication, tels que les différences culturelles, linguistiques, bien sûr, les préjugés, les stéréotypes, les troubles de la communication aussi liés à des émotions, à des états physiologiques comme l'état de stress, comme l'anxiété par exemple. Donc on va essayer de se balader un peu dans tout ça. J'aime bien discuter un peu des différences entre les gens et pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir des soucis dans la communication quand on n'arrive pas à intégrer les différences multiples qui existent entre nous en tant que personne A et l'autre personne en tant que personne B. Comment est-ce qu'on peut créer en fait des barrières de communication qui peuvent la rendre beaucoup plus difficile? Et c'est encore plus le cas quand on se retrouve avec notamment des patients, dans le cas où on prend des professionnels de santé par exemple. Il y a des malentendus qui arrivent, des erreurs de communication. Tout ça, ça peut créer de l'incertitude, de la confusion. Évidemment, derrière, ce qui se cache, ça va être la création de frustration, la création d'une perte de confiance, donc de la méfiance. Il y a aussi d'autres causes comme les préjugés. Évidemment, quand on accueille quelqu'un, on a facilement des préjugés, des stéréotypes. Et donc, on peut inconsciemment être influencé par l'âge, le sexe, la race, l'orientation sexuelle. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, notamment dans le monde de la santé, mine de rien. Tout ça, ça peut affecter la qualité de la communication. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui est lié purement à la personne intrinsèque, et donc là on rentre dans des problématiques comme celle du stress, celle de l'anxiété dont on a déjà parlé. Et le fait de se retrouver face à des situations qui sont stressantes, qui peuvent être des diagnostics difficiles par exemple, ou même des patients qui sont en colère parce que le prestataire de soins à qui ils ont eu affaire ne les a pas satisfaits dans un sens. Tout ça, ça peut aussi rendre une communication qui est plus difficile. L'important, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là, et surtout quelles sont les conséquences en fait de ces troubles-là, avant de pouvoir réfléchir aux solutions bien sûr. Les conséquences de ces troubles de communication multiples, ça va être évidemment dans un premier temps, donc on a parlé de la frustration. La frustration, elle arrive évidemment chez les patients, mais elle arrive aussi entre collègues. Les malentendus, les communications qui deviennent difficiles peuvent créer un certain niveau de frustration. Et en général, disons que ça se maintient à l'intérieur de nous et c'est pas forcément facile de l'extérioriser. Souvent on le garde pour X ou Y raison, parce qu'on n'a pas envie d'être jugé, parce qu'on a envie de montrer qu'on est fort ou forte au travail, parce qu'on n'a pas envie de créer des problèmes, parce qu'on estime que c'est peut-être aussi de notre faute. Et donc sur le long terme, ça amène un niveau de frustration qui entrave la communication. On parle souvent des erreurs qui interviennent, on en parle en interne, moi je le dis en tant que professionnel de santé, tout ce qui est erreur médicale, oui, ce sont des choses dont on parle en interne, mais qui sont quand même assez tabous, évidemment, en externe. C'est dur de reconnaître les erreurs, c'est dur d'accepter qu'il y ait eu erreur, c'est dur de pointer un autre prestataire de soins qui aurait fait une erreur. Il y a ce sentiment un peu de
risque de perdre de légitimité lorsqu'on se fait attaquer par rapport à ça, alors que finalement on est humain et donc c'est normal que ça arrive. La problématique ici, encore une fois, liée à la communication, c'est que parfois la cause, ça peut être une mauvaise communication. Donc parce qu'il y a une mauvaise communication entre prestataires de soins, on arrive à une erreur, ou parce qu'il y a une mauvaise communication avec un patient, une patiente, on arrive à des erreurs, parce qu'il y a des malentendus, des informations manquantes. Tout ça, ça peut amener des erreurs et donc ça peut mettre, in fine, en danger la santé de patients. Ça peut aussi mettre, in fine, en danger la carrière de collègues. Donc c'est sûr que ça, c'est pas évident à gérer comme situation. Ça fait partie des conséquences de troubles de la communication. On a aussi une perte de confiance et donc de crédibilité professionnelle, comme je le disais, mettre en danger la carrière de collègues. Oui, aussi bien entre collègues que avec les patients. Il y a cette notion de pas perdre la face, de rester comme la personne identitaire, scientifique, gage de rigueur et de sécurité et de confiance. Et donc cette chose-là se retrouve assez souvent mise à mal si on arrive dans des situations où on doit accepter des erreurs, reconnaître des erreurs. Et donc c'est quelque chose aussi qui peut poser problème. À partir du moment où l'erreur est là, ça peut aussi poser problème parce que lorsqu'on ne reconnaît pas non plus les erreurs, lorsqu'on ne communique pas sur ces erreurs, en fait, on peut répéter ces choses-là. Et la répétition de ces erreurs, de communication notamment, entraîne finalement quand même une perte de confiance et de crédibilité. Donc c'est important de bien se souvenir qu'il y a des conséquences qui sont quand même assez importantes. Alors, la grande question, c'est de se dire, ok, on a des troubles qui interviennent au niveau de la communication à différents niveaux. Comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir une communication qui est plus claire et une communication qui est plus empathique? Disons qu'il y a plusieurs axes qu'on peut prendre. Le premier axe que j'aime bien développer, c'est d'abord le côté personnel. Comment est-ce qu'on arrive à travailler notre communication entre nous-mêmes, d'abord avec nous-mêmes et puis entre nous-mêmes, donc avec les autres. Comment est-ce qu'on peut se former à la communication interpersonnelle pour pouvoir s'aider entre nous, s'aider d'abord, m'aider moi-même par exemple, mais aussi s'aider entre nous, entre prestataires. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les compétences de communication? Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre les besoins d'autrui, les besoins des collègues, les besoins des patients? Il y a des cours de communication, bien sûr, qui pourraient être intéressants, sur lesquels on pourrait réfléchir, des cours qui mettraient en avant les techniques, par exemple, d'écoute active, les techniques de reformulation, les techniques d'empathie. Comment est-ce qu'on peut aller développer l'empathie? Et ça, ce serait quelque chose qui, évidemment, serait intéressant. Ça nous permettrait d'aller plus loin dans des notions qu'on n'évoque pas forcément. Professionnel de santé, on est très construit sur une base de science, sur une base de rigueur scientifique, sur une base de bagage scientifique. Et ça va être gage de notre compétence, de notre capacité à gérer le quotidien. Ce qu'on oublie évidemment, c'est qu'on est des humains et qu'on traite avec des humains. Donc on ne traite pas avec des robots, on traite avec des gens qui ont des émotions, on traite avec des gens qui doivent gérer des situations sur lesquelles leur santé physique ou mentale est mise à défaut, ou en tout cas mise au défi. On doit gérer aussi des collègues, des, collaborateurs avec lesquels il faut atteindre des objectifs communs, mais qui ont aussi des choses à gérer dans leur vie, qui ont aussi des émotions à gérer, qui ne réagissent pas de la même manière que nous sur certaines choses, et on doit réussir dans tout ça à être une bonne communicante, un bon communicant. Le problème, c'est qu'on n'a pas les outils. Qu'est-ce que ça veut dire être un bon communicant? Qu'est-ce que ça veut dire communiquer de manière juste, communiquer avec empathie? Qu'est-ce que ça veut dire écouter de manière active et non pas dévoiler notre personne uniquement avec le prisme en fait de la science, non pas uniquement garder de la distance parce qu'il faut garder une distance en tant que scientifique, rigueur scientifique, et on ne peut pas, on va dire,
casser cette barrière-là, il faut trouver un moyen, en fait, d'être plus empathique. Il faut trouver un moyen de comprendre mieux les émotions des autres. Et il faut trouver un moyen d'intégrer tout ça dans un rythme de vie qui est assez effréné, qui est assez rapide, qui est assez stressant, qui est assez difficile à gérer au quotidien. Un deuxième point, évidemment, qui aide énormément dans des stratégies pour maintenir la communication, c'est l'utilisation d'un langage qui est clair et simple. Autant, évidemment, en tant que professionnel de santé, on doit utiliser un jargon qui est médical. Ce jargon, il peut être parfois assez difficile à comprendre pour les patients, parfois même pour des collègues, parce qu'on a des collègues de différentes formations, et donc c'est une collaboration entre donc une collaboration de multidisciplinarité, et on n'a pas tous les mêmes domaines d'expertise, évidemment, donc il faut trouver un moyen de comprendre l'autre, et donc on est obligé d'adapter notre langage. Il faut utiliser des termes compréhensibles, il faut essayer de vulgariser au maximum, et l'important c'est de réussir à transmettre l'information nécessaire. Dans tout ça, j'ai déjà parlé un peu de l'écoute active, mais dans l'écoute active, il y a aussi cette notion de reformulation. Ça fait partie des techniques, avec donc l'écoute active et la reformulation font partie des techniques importantes pour maintenir ce niveau de communication, cette exigence au niveau de la communication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire écoute active? En fait, ça veut dire que je prête attention à ce que l'autre dit. Ça paraît bête, mais il y a plusieurs manières d'écouter. On peut développer notre écoute et on peut écouter de manière différente en fonction de notre objectif. L'écoute active est l'écoute qui nous permet en tout cas d'intégrer le plus d'informations et de pouvoir ensuite réagir par rapport à ces informations. Mais d'être présent au moment où on écoute. Il faut aussi savoir résumer ses propos, savoir poser des questions pertinentes pour mieux comprendre les besoins et les préoccupations des autres personnes. Et donc ça va correspondre à l'aspect de la reformulation. On va répéter les propos de l'autre avec ses propres mots pour s'assurer qu'on a bien compris et qu'il n'y a pas d'interprétation possible. L'importance de l'empathie, elle arrive ici parce que on est dans l'obligation de comprendre la perspective de l'autre. Et c'est cette notion-là, on en a déjà un peu parlé. L'empathie, c'est la capacité donc à se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions et ses sentiments. Les professionnels de santé doivent faire preuve d'empathie envers leurs patients, pas de sympathie, donc d'empathie. Et donc la compréhension de la perspective peut aider à mieux communiquer, peut aider à établir une relation de confiance qui est plus solide. La mise en avant de la gestion du stress, la mise en avant de la gestion de l'anxiété améliore aussi la communication. Donc il faut apprendre à gérer son stress, il faut apprendre à devoir non pas inhiber son stress, mais le gérer différemment. Alors quand j'avance dans tout ça, je me dis ok, il y a pas mal de petites stratégies pour gérer tout ça, mais qu'est-ce que j'y gagne en fait à faire ça? Qu'est-ce que je gagne à mieux communiquer? Et comment est-ce que je me rends compte aussi que je communique pas forcément bien? Alors, pour répondre d'abord à la deuxième question, c'est que pour savoir, il faut poser les questions et il faut écouter. Il faut mettre de l'attention, encore une fois. Donc, il faut accepter le feedback des autres, il faut accepter d'être mis au défi, d'être remis en question sur certaines choses, malgré notre compétence scientifique, par exemple. Il faut accepter que la science est une part de la discussion et qu'il y a une autre part qui consiste seulement à accepter que l'humain passe aussi au même niveau que la science, que la compétence scientifique, que la rigueur scientifique, que la valeur que j'amène avec mes compétences scientifiques. Le premier point, si on revient sur la première question, c'était dans ce cas-là aussi donc de pouvoir comprendre ce que j'y gagne et donc d'améliorer la satisfaction notamment des patients, mais aussi des collègues, d'améliorer le quotidien entre collègues. Plus on est dans un quotidien qui nous plaît, plus on arrive à travailler correctement. Pour ça, il faut évidemment communiquer. Plus on communique, plus on arrive à comprendre les différences qu'on a entre les uns et les autres et les attentes des uns et des autres. Et ensuite, on permet au groupe de vivre dans un environnement qui est plus sain. Pour pouvoir réduire évidemment les erreurs, les risques, pour la sécurité globale, il faut absolument communiquer. Il faut absolument
faire mieux en termes de communication. Il y a plusieurs études qui montrent que les erreurs médicales sont souvent dues en fait à une communication qui est inadéquate entre professionnels de santé et patients, entre membres d'équipe eux-mêmes. Souvent des malentendus, souvent des informations manquantes, souvent on se retrouve avec des traitements inappropriés, et que si on communique de manière plus claire, on augmente en fait la compréhension mutuelle. Donc, le seul moyen de faire mieux, c'est de toujours mettre plus d'attention sur des choses comme la communication, ces choses-là qu'on estime ne pas mettre en avant par manque de temps, qu'on estime ne pas être importantes par manque de temps. On estime en fait qu'il faut prioriser la finalité, alors que le moyen pour y arriver aura sur le long terme un impact qui sera conséquent. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut revoir. Enfin, il y a l'amélioration de la productivité. Et cette productivité, évidemment, elle va augmenter plus la communication est à la fois importante, mais surtout pertinente. Plus on transmet la bonne information au bon moment, à la bonne personne, moins on perd de temps finalement, et donc mieux on améliore les soins, mieux on améliore la qualité des soins globales. Et donc on revient à cette problématique notamment de reconnaissance professionnelle dont j'ai parlé dans un épisode, où finalement, c'est sûr que les processus qui sont en place jouent énormément sur le quotidien. Et donc avec des processus qui sont plus défaillants, on se retrouve dans des situations où il est difficile de satisfaire à la fois aux professionnels de santé, mais aussi à la qualité des soins demandés, avec le rythme demandé. Donc, pour pouvoir aussi tendre vers une meilleure reconnaissance, il faut être capable de, pour le coup, reconnaître ce qui ne va pas. En conclusion, je pense que la communication, évidemment, c'est un aspect clé dans toute relation, ça on le sait, mais il y a des enjeux qui sont très très élevés dans le domaine médical notamment, et je pense pas que ce soit le seul domaine dans lequel c'est assez difficile à gérer, c'est assez important. Et donc il faut comprendre à quel point c'est crucial de mettre de l'attention dessus, et surtout de mettre en place des choses concrètes dans le quotidien pour y parvenir. Je reviens encore une fois sur cette notion d'attention, on n'a pas besoin de 2 heures par jour pour travailler la communication. On revient à cette discipline, on va dire ça comme ça, cette discipline, 5 minutes par jour, ça suffit. Intégrer un élément de la communication, un peu plus d'écoute, un peu plus d'attention, reformuler différemment, se remettre en question, poser des questions à ses collaborateurs, ça fait partie de l'amélioration quotidienne pour pouvoir faire mieux au niveau de notre communication. Et on aura l'occasion de rediscuter par la suite. Ça nous évite pas mal de problématiques à gérer en termes de gestion émotionnelle, notamment. J'espère que cet épisode un peu plus introspectif vous a plu. N'hésitez pas à réagir et on se voit dans le prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.